Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire de présentation des technos et expertise INRIA pour le Hacatech. Donc c'est le 7e webinaire qu'on fait, ce 7e rendez-vous techno. Donc il y en a eu 6 autres avant l'été, qui sont tous disponibles en replay sur la chaîne YouTube d'INRIA pour ceux qui sont intéressés. Et donc aujourd'hui c'est le 7e. Donc pour rappel, le Hacatech c'est un marathon d'innovation en sciences du numérique qui va notamment avoir pour but d'impulser des projets de start-up autour des technos et des expertises INRIA. Et donc aujourd'hui, la thématique du webinaire, c'est le filtrage intelligent des données issues de capteurs. Donc c'est une expertise de l'équipe projet VALS, qui est une équipe projet donc d'INRIA Lille, et Rosanne et Denis de l'équipe Vals donc sont avec nous et vont vous expliquer un peu de quoi il s'agit et vont vous présenter cette expertise et les applications qui peuvent en sortir, etc. Donc Rosanne, Denis, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Maxence. Donc, bonjour à tous. Je me présente. Je suis Rosanne Chirobira. Je suis chercheuse dans l'équipe VALS et j'ai avec moi. Je m'appelle Denis Efimov, je suis aussi chercheur chez Inria, dans la même équipe, VALS. Et voilà, nous allons présenter un petit peu aujourd'hui, vous, les activités d'équipe et répondre à vos questions. On va commencer par vous dire ce qu'on fait dans cette équipe VALS. Donc, VALS, c'est une équipe projet INRIA, donc INRIA Lille. Dans l'équipe VALS, nous nous préoccupons des systèmes dynamiques. Donc, des systèmes dynamiques, ce sont des systèmes ou bien des phénomènes physiques qui vont évoluer dans le temps. Donc, le temps est un facteur important dans ces systèmes. Et cela, ça peut être pour plusieurs raisons. On peut par exemple vouloir contrôler ces systèmes, contrôler ces phénomènes physiques. Dans le cas d'un satellite qui tourne autour de la Terre, on va vouloir s'assurer que le satellite va quand même continuer à tourner autour de la Terre et pas s'échapper. Donc, il y a une partie qui est contrôlée, qui est le contrôle de ces systèmes dynamiques. Et nous avons aussi une partie qui est de savoir comment les systèmes évoluent. C'est-à-dire que, par exemple, si on regarde dans les drones, on peut connaître sa position et à partir de là, pour savoir comment il va évoluer, nous faudrait aussi, par exemple, sa vitesse ou son accélération. Dans ces cas-là, à partir de la position, on va on va estimer sa vitesse et son accélération, donc pour pouvoir connaître comment il va se comporter, comment il va évoluer dans le temps. Et ces deux graphiques que nous voyons ici, ils disent un petit peu comment ces deux facteurs, donc les contrôles et l'estimation, ils vont s'interlier. Donc ici, dans le premier graphique, nous voyons plutôt un petit dessin d'une valve, donc d'une bivalve plutôt, qui sont les huîtres, par exemple. Et dans le cas des huîtres, nous allons vouloir estimer son comportement à partir du mouvement d'ouverture et fermeture de ces valves. Donc, cela est ce qu'on appelle une estimation. Et on va remarquer aussi que dans le système dynamique dont je vous ai parlé au début, on n'a pas juste des systèmes qui sont mécaniques, mais aussi des systèmes qui peuvent être liés au vivant. Donc, dans ces cas-là, le valve. Donc, dans la suite de la présentation, nous allons vous présenter donc des projets, quelques projets que nous avons avec des entreprises ou même avec d'autres collègues ou au système dynamique qui seront soit un système mécanique ou soit il y aura des humains qui vont intervenir ou bien du vivant comme les huîtres ou les bivalves en général. Dans le deuxième schéma ici, vous voyez le dessin du drone, où dans ces cas-là, évidemment, il va falloir, comme je vous ai dit tout à l'heure, savoir comment il évolue.
c'est-à-dire il faut connaître sa position pour pouvoir estimer sa vitesse et son accélération. Donc c'est là où on intervient, où il y a l'estimation de toutes ces variables. Et après, on pourra les contrôler. Donc le contrôle est envoyé dans le drone pour que le drone ne parte pas aussi là où il veut, mais que ce soit nous qui contrôlons les drones. Bon, la question, donc ça, ce sont quelques de nos activités déjà. La question qui se pose maintenant, c'est de savoir, on veut savoir comment les systèmes évoluent. Pour cela, il faut que nous puissions avoir des données. Donc, c'est à partir des données que nous allons, donc les données de la position, par exemple ici du drone, les données des positions des coquilles des bivalves, c'est à partir de ces données-là que nous allons faire les estimations pour pouvoir continuer nos recherches. Donc, de ça, c'est là que je vous parle des données. Maintenant, vous savez que nous sommes déjà porteurs des plein d'objets connectés comme les bracelets qui vont mesurer nos nombres de pas, les bracelets qui vont mesurer nos rythmes cardiaques, nos téléphones qui prennent quand même pas mal des mesures, des différentes mesures. Donc maintenant, on a beaucoup de données. Et une autre question qui est intéressante, c'est de se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes ces données-là? Donc dans les cas des bivalves, notre collaboration avec les biologistes et les biologistes, leur intérêt, c'est de comprendre le comportement de ces bivalves. Donc après, il y a d'autres spécialistes qui cherchent d'autres caractéristiques, mais notre rôle, pour résumer, c'est à partir des données, pouvoir traduire ces données dans des connaissances qui seront utiles pour les chercheurs, pour les personnes, pour les spécialistes qui sont intéressés par une caractéristique du système dynamique en question. Alors, la première, donc nous allons vous présenter, donc, comme je dis, quelques projets que nous avons faits, qui étaient tous très intéressants. Les premiers projets que nous présentons, c'est le cas des bracelets connectés. Ceci était une collaboration avec une start-up qui se trouve à Tourcoing et leur intérêt était de pouvoir détecter le stress d'une personne qui porte le bracelet et cela est fait grâce aux signaux, donc signaux électrodermaux, c'est-à-dire l'activité électrique de la peau. Dans ces cas-là, ils ont évidemment une collaboration parce que on va être honnête, nous avons les bracelets. Les bracelets, ils vont mesurer la mesure de l'activité électrodermale de la peau. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc pour cela, ils avaient des collaborations avec des chercheurs de l'Institut des sciences cognitives et psychologie de l'Université de Lille, donc Scalab, où ces psychologues, ils avaient des modèles qui décrivaient selon donc eux, ils savaient quoi faire avec ces signaux électrodermaux, c'est-à-dire qu'ils savaient si c'était à une certaine allure, par exemple d'une courbe, ce serait parce que la personne, elle est stressée, il y a un changement dans son comportement, on va dire. Donc il y a un changement dans son activité électrodermale. Les filtrages intelligents dont nous avons parlé donc, dans les titres, donc nous sommes intervenus justement dans cela, c'est-à-dire que dans ces signaux électrodermaux les bracelets, les capteurs et donnaient les mesures, il y avait quand même pas mal de bruits. Il y avait des bruits notamment du fait que quand on bouge les bras, il y a une accélération et cela va fortement perturber ces signaux-là. Donc notre rôle dans ces projets, ça a été déjà de trouver un filtrage qui n'est pas nécessairement un filtrage qui n'était pas justement un filtrage usuel qu'on peut trouver dans le marché, on va dire, mais c'était un filtrage qui était fait basé sur un modèle, c'est-à-dire nous avons associé des équations de ces signaux
Et après, nous avons pu, grâce à ces modèles, pouvoir estimer tout ce qui s'est passé dans ces signaux-là, mais pour les juste enlever ces perturbations qui étaient les accélérations. Je pense que c'était un projet assez intéressant et que montre bien que le, les filtrages que nous faisons n'est pas tout à fait un filtrage, un filtrage commun. C'était un filtrage qui a fallu quand même de nos outils liés à la recherche que nous faisons. Et finalement, c'était un bon exemple de cette collaboration, d'une bonne collaboration avec une start-up. Ensuite, je vais vous parler de la latence. C'est un autre sujet complètement différent, on va dire. Ça, il y a aussi des humains qui interviennent parce que donc, dans le premier projet que j'ai présenté, il y avait les humains. Donc là aussi, notre but dans ces projets, donc c'était un projet ANR, donc à l'Agence nationale de recherche, qui a duré 5 ans, qui était en collaboration avec une autre équipe projet d'INRIA Lille qui s'appelle Loki, qui travaille sur les interactions homme-machine, et l'Institut des sciences du mouvement de Marseille. Notre but dans ces projets, c'est quelque chose d'assez facile à expliquer. Quand on interagit, quand on a une surface tactile, par exemple, dans un musée, dans un endroit où beaucoup de personnes passent, et vous avez déjà vu que quand on va essayer d'interagir et qu'on essaye de déplacer ou bien d'aller cliquer, il y en a beaucoup de latence dans tous ces mouvements-là. Donc ça, c'est dû à plusieurs raisons. Ça peut être des raisons des hardware, plusieurs raisons différentes. Donc notre but, c'était de trouver un algorithme qui pouvait compenser cette latence lors de ces interactions. Quand on écrit, donc déjà, c'est un algorithme qu'il faut estimer, donc la latence, et après, il faut la compenser. Quand nous voyons écrit l'interaction machine directe ou indirecte, donc c'est soit nous on interagit, on peut interagir avec les doigts, c'est-à-dire sur la surface tactile, ou bien indirect avec la souris. J'ai fait cette distinction parce que dans les projets que je vais présenter après, c'est important aussi cette interaction directe ou indirecte. Et là, c'est un petit peu la, la même méthode dont je vous ai parlé au début. C'est-à-dire, nous avons maintenant la position du curseur sur l'écran. Et ce que nous allons faire, c'est de pouvoir trouver la vitesse et puis l'accélération. Je simplifie un petit peu grâce à la position. Pour ça, nous utilisons des différenciateurs numériques, c'est-à-dire que nous avons nos algorithmes pour faire ces estimations des vitesses et d'accélération. Donc ça, c'est un problème assez courant parce que bien sûr, quand nous avons des positions et que nous devons savoir comment les systèmes évoluent, il faut plus que ça, il faut savoir est-ce que s'il va vite, s'il va pas vite, etc. Donc ici, il y a aussi son accélération. Et la latence, c'était de la même façon, elle était estimée par nos méthodes liées aux recherches que nous faisons. Ces projets, c'était un projet très intéressant. Nous a donné, nous avons déposé un brevet et vous pouvez trouver sur les démonstrateurs du bâtiment Place, qui c'est celui qui se trouve à Aérotechnologie, une vraie démo où vous pouvez tester comment ça marche et pour voir que ça marche très bien. C'était une collaboration très intéressante donc avec, cette fois-ci avec des chercheurs et pas avec une start-up, donc avec Loki et puis l'Institut de sciences du mouvement de Marseille. Et cela nous a conduit aussi au troisième point dont je voulais vous parler. Les collègues de Loki et de l'Institut des sciences du mouvement de Marseille, ils ont ces projets
qui s'appelle Parc Évolution. Leur but, c'est on va dire, d'aider les médecins dans la détection des signes précoces de la maladie de Parkinson. Pour cela, ils ont conçu ces dispositifs où nous voyons que les personnes peuvent télécharger sur leurs ordinateurs. Nous voyons ici sur la photo, les personnes vont utiliser normalement leurs ordinateurs et grâce à ce dispositif, donc cette application, nous pouvons récupérer les positions sur l'écran du pointeur, donc du curseur, et aussi l'état des boutons clic droit, clic gauche de la souris de l'ordinateur. Donc, toutes ces données-là, donc c'est quand même pas beaucoup de données parce que ça, c'est une application qui est téléchargée sur l'ordinateur de chaque participant. Et évidemment, c'est important de dire quand même que toutes ces données sont collectées de façon anonyme. Toutes ces données, les participants ils vont utiliser leur ordinateur et la souris de l'ordinateur de façon normale. Et toutes ces données-là vont être envoyées sur un serveur. Dans cette figure de droite, ce que l'on voit, c'est que, bon, une fois qu'on a toutes ces données-là, toutes les trajectoires qui a fait la souris sur les curseurs sur l'écran, il va falloir quand même pouvoir savoir ce qu'on va faire avec toutes ces données-là. Donc, dans toutes ces données, nous avons considéré seulement les mouvements qui représentaient une tâche de pointage. Donc, vous voyez sur l'écran, quand je pars d'ici et que je vais attendre, par exemple, les nombres 6 là, donc il y a un certain mouvement. Vous voyez, à chaque fois, il y a un mouvement très rapide et après, un mouvement plus précis qui va être d'aller cliquer, par exemple, sur les nombres, sur les chiffres 6 qui est ici. Donc, nous avons pu, grâce quand même à l'état de ces boutons de la souris, déterminer si les personnes ils étaient en train de faire une tâche de pointage. Et nous avons pu séparer donc chaque couleur ici. Ça, c'est juste pour vous donner une idée. C'était juste les données pour un utilisateur et chaque tâche de pointage, donc va être différenciée par des couleurs différentes. Parce que il fallait trouver un moyen de pouvoir étudier toutes ces données. Et là, ici, c'est justement dans les graphiques de droite, ça vous donne une idée justement de ces mouvements qui fait les curseurs ou de la position, où à un moment, on va quand même essayer d'arriver à la cible finale. Ce que nous avons fait, c'est à partir donc de ces graphiques très colorés que nous voyons ici à gauche, nous avons extrait plusieurs caractéristiques de ces mouvements. Par exemple, la position, nous avons estimé la vitesse, estimé l'accélération, estimé l'énergie, plusieurs, comme c'est écrit ici, donc plusieurs caractéristiques différentes des mouvements afin de pouvoir les classer. Donc ça, c'est le classement, c'est encore juste pour donner une idée, une fois que nous avons fait l'entraînement avec toutes ces caractéristiques, nous avons pris à la fin juste deux caractéristiques pour faire ces graphiques, qui étaient par exemple l'amplitude de oscillation du mouvement et puis aussi la moyenne de l'énergie de l'accélération, mais juste considérant la coordonnée Y. Pour résumer un petit peu, le but c'était à partir de toutes ces données qui provenaient de la souris, pouvoir détecter si les personnes avaient des signes de tremblement, donc des signes précoces de la maladie de Parkinson. Le quatrième projet que nous vous présentons, c'est un projet avec une start-up cette fois-ci, qui se trouve dans le sud de la France. Et eux, ils avaient conçu des lunettes connectées pour détecter la fatigue d'une personne au volant. Ici, leur idée était de poser des LED qui se trouvent ici sur la monture des lunettes. Et ces LED, il va être envoyé on ne le voit pas, hein, j'ai oublié de prendre mes lunettes.
mais elle envoie et pour savoir si la personne va cligner des yeux ou pas. Donc, grâce à ces clignements, vous voyez, si je cligne les yeux très doucement, donc grâce à ces clignements, nous pouvons avoir une idée si la personne, elle devient plus fatiguée ou moins fatiguée, ou si elle risque de s'endormir au volant. Donc ça, c'est des choses très importantes. Et cet algorithme permet de dire à certains moments si la personne, elle va s'endormir ou pas. Quelle était notre collaboration avec cette entreprise, cette start-up? C'était justement dans l'analyse du signal LED des lunettes. Donc déjà pour ces filtrages intelligents où nous avons pris les signaux LED et essayé de enlever toutes les perturbations, parce que vous voyez bien que si nous sommes ici, si je suis ici avec des lunettes et de ces côtés-là, tout va bien parce que j'ai pas la lumière du soleil, mais si je me tourne et je vais voir la lumière du soleil tout de suite sur mes yeux, la lumière du soleil va perturber le signal LED des lunettes. Ça, c'était notre première collaboration, donc notre premier rapport. Ces filtrages intelligents, encore une fois, il a été fait grâce à nos recherches, c'est-à-dire ce ne sont pas juste des filtres du marché, mais ce sont des vrais modèles que nous avons fait avec de ces signaux-là. Et ensuite, quand on s'est marqué, il fallait quand même trouver l'accélération, puis la vitesse pour pouvoir déterminer la fatigue de la personne. Donc, encore une fois, nous avons appliqué nos algorithmes et les différenciateurs numériques dont je vous ai parlé plus tôt pour pouvoir contribuer à cet algorithme et pour détecter la fatigue de la personne. C'était une très bonne collaboration. Les lunettes elles sont en vente, me semble-t-il. Et c'est pour vous donner un exemple d'un filtrage intelligent. Je vais terminer cette partie-là. Je vous ai déjà parlé des huîtres. Les huîtres, c'est une collaboration avec des biologistes marins de l'Université de Bordeaux. Eux, ils ont inventé un dispositif qui permet de savoir, de connaître la position des ouvertures et des fermetures des valves d'un bivalve. Donc, vous voyez ici à droite une huître avec des capteurs, donc ils collent sur les coquilles et en fonction de la distance, donc toutes ces données-là, les distances entre les deux valves, ils sont envoyées à une fréquence vraiment très rapide. Donc, c'est un dispositif à haute fréquence. Ils sont envoyés à un serveur et grâce à tous ces signaux-là, donc c'est la position, encore une fois, grâce à tous ces signaux-là, donc les biologistes, ils veulent étudier le comportement de ces huîtres. Donc par exemple, dans la qualité des eaux, ils peuvent, on a un exemple bien concret, si des fortes pluies peuvent s'abattre sur la baie d'Arcachon où se trouvent nos collègues biologistes, les huîtres, ils ont réagi de façon, ils sont restés ouvertes plus longtemps puisqu'il y avait de l'eau, des pluies qui étaient tombées dans la baie et puis elles ont réagi à ces phénomènes-là. Et encore une bonne raison pourquoi utiliser ces animaux comme des biocapteurs, parce qu'ils peuvent nous aider à comprendre et à surveiller ce qui se passe avec les océans. Pour un autre petit exemple, c'est juste en bas parce que c'était important aussi pour les biologistes. C'est grâce à la position, encore une fois, nous avons appliqué des algorithmes pour la différenciation numérique pour pouvoir estimer la vitesse. Et grâce à ça, nous avons pu détecter quand est-ce que les huîtres ils étaient en ponte, comme on peut voir sur le graphique en bas à droite. Et pour terminer, les buts, on va dire, un des buts ultimes, presque, mais ce serait bien de pouvoir évaluer les conséquences du changement climatique grâce à ces biocapteurs. Il y a des animaux qui ont été placés, donc notamment des Chlamydes islandica, comme on le voit sur la photo, à Svalbard, qui se trouve bien en Norvège. C'est l'un
des endroits de la planète où ça a plus chauffé ces dernières années. Ils ont placé là. Nous avons évalué les données entre 2012 et 2018 de ces animaux. Et ce que nous avons pu remarquer, c'est que ces animaux-là, ils réagissaient au réchauffement de façon à être plus agités et donc plus fébriles. Donc c'est une collaboration vraiment très intéressante que nous avons avec nos collègues biologistes et qui montre que nos algorithmes pour les systèmes dynamiques ils sont utiles et puis ça marche bien. Je passe la parole à Denis pour qu'il puisse nous parler de la plongée. Merci Razan pour ta présentation détaillée. Je vais continuer à peu près dans la même façon, c'est-à-dire que je vais vous présenter aussi un travail qui a été fait en collaboration avec un startup qui s'appelle 52 Hz. Et l'objectif de ces startups a été de faire créer un outil pour faire les communications sous l'eau pour communication vocale. C'est-à-dire que chacun il essaie d'intégrer les micros dans les tubes qui est attaché ça avec un ordinateur. Et quand le plongeur il parle, il faut essayer d'envoyer qu'est-ce qu'il dit à ses copains ou juste en prof de plongée pour communiquer seul, par exemple, pour prévenir qu'il y a quelque chose de dangereux, ou juste pour expliquer qu'est-ce qui se passe autour. Et le problème, bien sûr, c'est qu'il y a beaucoup de bruit, comme toujours. Première chose, il est lié à juste un bruit d'environnement autour. Et l'autre chose, c'est plutôt déformation des sons qui est liée parce que chaque plongeur, il parle avec un bouchon dans la bouche. Et il y a deux choses qu'il faut faire dans cette application qu'ils ont voulu faire. Première chose, essayer de filtrer les perturbations. Deuxième, essayer de diminuer les transformations de sons, envoyer ça de l'autre côté, etc. Nous avons invité que pour les premières parties, en tant qu'une RIA, pour faire le filtrage et la construction des sons. Et bien sûr, ce problème il peut être résolu avec les outils qui existent déjà sur le marché, avec tout cet traducteur vocal de Google, etc. Nous pouvons imaginer que quelqu'un peut juste utiliser ces technos pour créer l'autre langue naturelle que les gens parlent avec un bouchon dans la bouche et essayer de traduire dans les langues normales. Mais le problème que et pour ça, il faut avoir l'ordinateur aussi puissant et peut-être connexion Internet, etc. Et l'objectif, c'était de faire quelque chose qui est très léger au niveau de calcul et qui peut être vraiment intégré dans l'équipement avec lequel les gens l'utilisent pour plonger. Il doit être aussi pas cher, bien sûr. Et l'idée, c'était d'utiliser, comme toujours, les outils du système dynamique et faire le filtrage. Ici, vous voyez les schémas blog qui décrit un petit peu l'interprétation, comment ça marche notre algo et comment nous pouvons voir le problème. En entrée, nous avons un signal Y qui représente la parole, c'est-à-dire que c'est un signal vocal. En gros, l'entrée, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête des personnes qui vont parler. Il essaie de parler et c'est qu'est-ce qui sort, c'est déjà psy. C'est pas le même signal, c'est déjà un signal qui est un petit peu endommagé par l'effet que dans la bouche, il y a quelque chose d'autre qui n'est pas toujours là. L'objectif, c'est essayer de faire un algorithme qui est en jaune ici, qui va revenir à partir de psi encore à Y, qui est inconnu. Et l'idée que nous avons dit, d'accord, nous pouvons représenter tout ce qui se passe dans la bouche comme un système dynamique qui prend en entrée Y, en sortie psi. Et c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Nous pouvons essayer d'identifier ce type de modèle et essayer d'après reconstruire l'entrée, faire une version.
Et un deuxième pas, nous pouvons essayer aussi ajouter nous pouvons commencer bien sûr avec le modèle linéaire entre Y et Psi. C'est très facile à faire, il y a beaucoup d'algorithmes et c'est facile à faire une version. Mais bien sûr, nous pouvons essayer aussi d'aller plus loin et en dernier pas, ajouter aussi les réseaux neuronaux pour améliorer la qualité des reconstructions. Faire un petit peu le filtrage non linéaire. Encore ici, il y a un peu de formules qui expliquent comment nous pouvons modéliser ça en sens linéaire. Ici, il y a le modèle psi égale WPY où P, c'est juste la différenciation. En gros, c'est vraiment un système linéaire dynamique. Et avec un modèle comme ça, nous pouvons décrire en fait beaucoup de systèmes mécaniques, électroniques, etc. Parce que chaque système mécanique peut aussi avoir les présentations pareilles. Grâce à ça, il y a beaucoup de méthodes qui sont déjà développées, pas pour les gens qui parlent avec les embouchures, mais pour les systèmes mécaniques, électroniques et les autres types, les moteurs, etc., qui peuvent faire identification des paramètres de W. C'est-à-dire qu'avec les données que nous pouvons mesurer à Psi, si nous pouvons aussi voir les données Y qui ont été imaginées par les personnes qui parlent, c'est-à-dire que nous pouvons recorder les données comme quelqu'un il parle dans les conditions normales. Après, la même chose comme quelqu'un il parle avec l'embouchure. Nous pouvons essayer à partir de ces données-là trouver les paramètres de W. Et dès que les paramètres sont trouvés, nous pouvons faire l'inversion de cette modèle pour, comme c'est écrit en bas des slides, pour faire les constructions d'entraîne canyon Y. Même tout de suite, comme les deux modèles sont linéaires, en fait, nous pouvons dire que même le modèle qui prend en entrée psi et en sortie Y, il peut avoir la forme similaire linéaire pour laquelle il faut juste identifier les matrices G, F et H. Il y a beaucoup d'algos qui font ça et certains de ces algorithmes sont aussi développés chez Inria. Ici, pour faire un petit peu les conclusions pour tout ce que nous avons présenté aujourd'hui, en fait, l'équipe VALS fait beaucoup de choses qui sont liées avec le contrôle et estimation pour le système technique, comme les robots, comme par exemple Benjamin elle a travaillé cet été, comme les moteurs, les pendules, les d'autres systèmes techniques, mais aussi aujourd'hui nous avons décidé de présenter que les choses, les applications modernes qui sont liées avec les Internet des objets et les systèmes cyberphysiques, comme il faut mettre dans les boucles les humains et comme tous les problèmes d'estimation de contrôle, ils ne sont pas encore résolus et pas clair comment faire. Mais toujours derrière, il y a les mêmes méthodes qui sont liées avec identification ou estimation des systèmes incertains et dynamiques et prendre la décision après avec prendre en compte ces paramètres identifiés ou prendre la détection de quelque chose d'anormal qui passe dans le système. Nous faisons les modélisations, estimations, détection et les contrôles. Toujours pour les systèmes dynamiques, c'est notre spécialisation qui peut être différente par rapport aux autres équipes qui ont déjà participé à tous ces séminaires Acatech. Voilà, merci pour votre attention et si vous avez des questions, moi et Razan, nous sommes là pour les répondre. Merci Denis et merci Rosanne pour cette présentation, ce qui était très, très clair et très orienté application, comme vous avez pu voir que ces technos et cette expertise, elle peut vraiment s'appliquer à beaucoup de domaines. On parle de bracelets connectés, de lunettes connectées, de même les huîtres ou la compensation de la latence. Enfin, ça s'applique vraiment dans tout un tas de domaines. Donc, je pense que ce qui est important dans tout ça, c'est justement cette partie de ces nombres de données que nous avons un peu partout et que on ne sait pas trop bien quoi faire avec. Et notre rôle en tant que chercheur est
on va dire, des concepteurs d'algorithmes, c'est d'aller faire la traduction et puis ces filtrages, cette modélisation, là. Donc cette traduction entre les données et des choses qui peuvent être exploitées par les personnes qui s'intéressent. En gros, c'est un peu ça, voilà, c'est ça notre rôle entre les données et puis les personnes qui veulent faire quelque chose avec les données. Mhm. Encore une fois, merci Rosanne et Denis pour la présentation. À bientôt pour la suite du Hackatech.